imagine comme ça demain en vite-neuf, il y a les aliens qui essaient de nous parler. En vrai, ce serait exceptionnel, mais est-ce que t'as pensé au fait qu'on serait incapable de les comprendre? Ah, et là, on a une petite problématique, hein. C'est bien beau de les voir, hein. Ils sont là, ils essaient de twerker et tout, y a pas de souci, mais on comprend rien. Bah, c'est exactement la question que Ego se pose dans cette vidéo. Et les gars, c'est probablement top 3 de ses meilleures vidéos. C'est une masterclass. Vous avez kiffé, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce qu'on rush les 100 000 abonnés. Et si tu t'abonnes pas, la légende raconte que tu vas te transformer en alien. Ouais, je suis désolé. Allez, on est parti pour la vidéo. Ah, il est boosté par le CNC Talent. Là, il a du budget maintenant, ça veut dire. Tant mieux, hein, ça veut dire qu'il va nous prendre une masterclass. Quand des aliens nous contacteront, comment est-ce qu'on les comprendra? Pas langage des signes, frère. Et plus complexe encore, comment est-ce qu'on leur répondra? Le 8 avril 1960, à Greenbank, en Virginie-Occidentale, un astronome de 29 ans du nom de Frank Drake pointe un radiotélescope vers deux étoiles voisines, Tau Ceti et Epsilon Eridani. Deux étoiles similaires à la nôtre, et presque à côté de la nôtre, elles se trouvent à 12 années-lumière de la Terre. C'est très proche à l'échelle de l'univers. Et ce jeune homme, Frank, écoute. Il écoute une fréquence très précise, 1420 MHz. Étrange, me direz-vous. En fait, 1420 MHz, c'est la fréquence d'émission de l'hydrogène neutre. Toujours étrange, ça ne nous aide absolument pas, Corentin, me répondrez-vous, et vous avez raison, mais vous allez voir que c'est malin. Frank cherche à entendre quelqu'un d'autre que nous, quelque part dans l'univers, qui essaierait de se faire repérer. Et pour entendre ce quelqu'un, il faut deviner sur quelle fréquence il émet. Le spectre électromagnétique est immense et il faut choisir dedans une fréquence. Attends, mais c'est horrible. En fait, juste tu bidouilles, quoi. T'es là, t'essaies de voir, il faut juste tomber sur un mec qui a la même fréquence que toi, sinon c'est mort, genre. Précise, celle qu'une civilisation extraterrestre de l'autre côté de la galaxie aurait elle-même de bonnes raisons de choisir. Parce que l'hydrogène neutre, c'est le gaz le plus banal de l'univers, celui qui remplit l'espace entre les étoiles. Sa fréquence, 1420 MHz, est universelle. On la capte depuis n'importe où dans la galaxie et aucune civilisation un tant soit peu curieuse de l'univers ne peut l'ignorer. En théorie des jeux, on appelle ça un point de Schelling. Quand deux personnes qui ne peuvent pas communiquer doivent se retrouver quelque part, elles convergent vers l'endroit le plus évident. À Paris, par exemple, ce serait la Tour Eiffel. Et dans le spectre électromagnétique, ça pourrait être 1420 MHz. Ok. Voilà le raisonnement de Frank. Si quelqu'un, quelque part, veut se faire entendre, il choisira la fréquence que tout le monde écoute déjà. Du coup, il est parti du principe que sur une autre planète, loin, loin, loin de la Terre, il y avait un mec qui aurait potentiellement, ce jour-là, la même idée que lui. C'est du génie. Et Frank passe une partie de sa vie à écouter. Et puis il meurt, sans avoir entendu qui que ce soit. Oh non, mais c'est triste. Il a attendu toute sa vie que quelqu'un lui réponde, personne lui a répondu. Mais si sa vie est terminée, sa quête, elle, ne l'est pas du tout. Avant de partir, Frank Drake a laissé derrière lui une équation qui suggère qu'il devrait y avoir dans notre seule galaxie des dizaines de civilisations capables de communiquer, peut-être plus. Et depuis, on a multiplié les programmes d'écoute, on a tendu l'oreille vers des centaines de milliers d'étoiles, on a construit des radiotélescopes capables de capter le murmure d'un émetteur au plus profond de l'espace. Et au bout d'un moment, face à cet interminable silence, faute de mieux, on propose des explications. Il y a ceux qui pensent qu'on est seul, que la vie complexe est une anomalie, un accident statistique qui ne s'est produit qu'ici et qui ne se produira nulle part ailleurs. On n'est pas seul. Vraiment, c'est évident qu'on n'est pas seul. Si on part du principe qu'il y a une infinité de possibilités de planètes différentes, il y a forcément une possibilité où il y a une planète où il y a une forme de vie. J'y crois aux extraterrestres. Pour moi, ils existent. Par contre, je ne crois pas au fait qu'on puisse un jour rentrer en contact avec eux. Voilà. Parce qu'il y a trop de problématiques. Juste ça en fait. Il y a le temps, il y a la distance, il y a plein de facteurs qui font que on pourrait très bien avec un, je sais pas, imaginons on arrive à voir au loin. Là vous vous rappelez là tous les streams sur l'espace qui nous reviennent. On peut très bien voir une image au loin d'une planète qui a potentiellement de la vie, mais en fait c'est peut-être l'image qu'on a de la planète, peut-être qu'elle date de centaines de milliers d'années. Et le temps qu'on arrive sur la planète, bah, l'image qu'on a vue, elle n'existe plus. C'est des trucs comme ça. Tu vois, c'est le temps que la lumière elle arrive à toi. Enfin, t'as plein de bails comme ça, donc c'est compliqué. Hein. Il y a ceux qui pensent qu'on n'a juste pas eu de chance, que ces civilisations ont existé ou qu'elles existeront, mais que nous sommes désynchronisés, que les civilisations s'allument et s'éteignent dans la galaxie et qu'aucune n'est jamais allumée en même temps que la nôtre. Nous serions moins séparés par la distance que par le temps. Il y a aussi ceux qui pensent qu'elles sont déjà là et qu'on ne sait juste pas écouter, mais on continue à écouter comme on peut. On reçoit chaque jour des milliers de signaux qu'il faut trier, des interférences, des échos de satellites. En 1967, on capte un signal si régulier qu'on le baptise Petits Hommes Verts. Il s'est avéré que c'était un pulsar, une étoile morte en rotation. En 2019, on croit capter quelque chose depuis Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous, interférence terrestre. En Australie, on traque donc on se fait bait à chaque fois en fait. Pendant 17 ans un signal mystérieux, c'était le micro-ondes de la salle de pause. Non, après, ils font pas d'efforts, là. Les mecs, ils étaient là, ils jettent les casques comme... On a trouvé des martiens! On a trouvé des aliens!
Et tu vois Catherine qui sort avec sa pasta box. Elle a laissé le micro-ondes allumé. Voilà. Alors t'imagines, hein, la chute, la déception qu'ils ont dû Ça avoir. ne mène à rien. Ah. Eh ben, le voilà, notre signal. Merci Flo. La vie, on dirait du morse. Non mais alors là c'est sûr qu'il y a un alien, non? C'est sûr à 100% qu'il y a un alien. C'est tac, 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 tac. Et en plus, il le répète plusieurs fois. Les gars, est-ce que ce serait pas un foreshadowing de notre propre vie? Genre, imagine, en fait, de base, là je vais partir en couille. Imagine de base, on vient pas de la Terre, on vient d'ailleurs, ok? Et que il y a des super humains donc, qui viennent de notre planète originelle, qui nous ont déposés sur Terre. Puis après, on a construit la Terre comme on la connaît, on l'a façonnée à notre image. Mais en fait, on essaie de revenir chez nous. Et du coup, c'est un super humain qui habite, je sais pas, à Magnaville, tu vois. Une autre planète qui a des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous, qui essaie de nous contacter pour voir si on a la capacité technologique de lui répondre. Et maintenant, je vous pose à nouveau la question. En fait, c'est un humain question. du futur. Comment est-ce qu'on apprend le langage des aliens? On dirait un criquet, en fait. Et même pourquoi ça va être tac, 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 tac. J'ai trop la dalle. Bah, ça peut être un truc comme ça. J'ai trop la dalle. Ça veut dire qu'ils vont nous envahir. Cet étrange signal, ça fait des décennies qu'on le capte et qu'on l'enregistre, qu'on a des heures et des heures de clics dans nos disques durs. Mais comment on fait une fois qu'on a tout ça? Comment on fait pour comprendre ce qu'on entend? En fait, quand on tombe sur un signal qu'on ne comprend pas, on a déjà une méthode efficace qui fonctionne depuis qu'on déchiffre des langues mortes, qu'on casse des codes de guerre ou qu'on lit des inscriptions effacées. Et c'est cette méthode qu'on va appliquer à ce qu'on entend ici. Déjà, on commence par séparer le bruit du signal. Tout dans ce qu'on entend n'est pas information. Il faut isoler ce qui ressemble à un message de ce qui ressemble à du parasitage. Dans le cas qui nous occupe, c'est plutôt facile. Ce qu'on entend arrive par paquets nets, séparés par du silence. Le signal se distingue tout seul du fond. Bien, une fois qu'on a isolé ce qu'on pense être un signal, on cherche ses unités, les plus petites briques élémentaires qui composent le langage qu'on cherche à déchiffrer. Comme un texte dont on chercherait la plus petite unité. Une page, puis un paragraphe, puis une phrase, puis un mot, puis une lettre. Si on ne peut pas descendre plus bas, on a trouvé la brique élémentaire du texte. Je simplifie mais vous comprenez l'idée. Et c'est ça qu'on cherche ici, la plus petite unité. Et, a priori, il ne faut pas écouter notre signal trop longtemps pour trouver notre unité, le clic. Bon, c'est bien, mais a priori, pris individuellement, un clic ne dit rien. Est-ce qu'il y a la durée du clic aussi? Est-ce que les clics ont des durées différentes? Parce que peut-être que la durée égale une lettre en fait. Une percussion, une pulsation, toujours le la timing. même. Si on n'avait que ça, on conclurait à un phénomène mécanique, une horloge, un battement quelconque. Mais ici, on a plus que ça. Parce que ces clics ne sont pas seulement réguliers. Elles ont pas les mêmes waveforms, les gars. Il y a comme une structure qui apparaît. Les clics sont groupés. Ils arrivent par paquets de quelques secondes, séparés les uns des autres par des silences plus longs. À l'oreille, c'est sûr qu'il y a un message. Comme à l'œil, ce qui se distingue, ce ne sont pas les clics, ce sont ces paquets. Et en regardant un peu plus attentivement, on s'aperçoit que les paquets eux-mêmes ne sont pas anodins. Chaque paquet a une architecture interne. Les clics qui le composent ne sont pas distribués uniformément. Il y a des clics serrés, des clics espacés, des silences qui rythment le paquet. Bon, prenons celui-ci qu'on a dans les oreilles depuis le début. Un clic isolé, une pause, un clic isolé, une pause, et 3 clics serrés. On l'écrit 1 plus 1 plus 3. Il dure un peu plus d'une seconde. C'est l'architecture la plus fréquente, mais ce n'est pas la seule. Celui-là, par exemple, c'est 4 Les gars, j'ai l'impression qu'on est en train de découvrir le mystère du monde sur YouTube, c'est fou. clics également espacés, un rythme régulier, sans pause interne. Celui-là, c'est un clic isolé, une longue pause, puis 3 clics serrés. Bah, ça veut dire quoi? Bah en fait soit c'est des phrases, soit c'est des mots, soit c'est des lettres, en fait on sait pas, mais c'est pour ça qu'on essaie de décoder là. Après c'est Hugo qui fait tout, nous juste on regarde. Vous voyez, on a des architectures qui sont différentes, mais des logiques similaires, des groupes de clics, des silences internes, une signature rythmique. Les paquets durent entre 1 et 5 secondes et contiennent entre 3 et 12 clics au total. J'ai peur, Femi. Frérot, j'espère les aliens y viennent et nous désinguent. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le seul moyen pour qu'on arrête d'être raciste, qu'on arrête les guerres de différence sur la couleur de peau, sur la religion, tout ça, et qu'on soit tous unis et solidaires, c'est que si on a un ennemi commun. Les aliens, le seul truc qu'ils peuvent nous apporter, c'est que s'ils arrivent pour nous désinguer, il y a tous les êtres humains qui vont faire une coalition pour la survie de notre propre race. Et du coup, on va se battre contre eux. Ils seront là en mode...
Nous on sera là, bam, bombardez-les. T'auras les Allemands, t'auras les Chinois, t'auras tout le monde ensemble. Et on va les bombarder, frère, on va les bombarder. On les a appelés des codas, du latin coda, la queue. C'est le terme musical pour la... Après, attends, juste je reviens derrière. Après, je viens de penser à un truc. Si les aliens... En fait, si les aliens viennent à nous, on a perdu. Faut savoir, parce qu'ils ont réussi à traverser l'univers, la galaxie. Ils ont réussi à se déplacer rapidement dans l'espace pour arriver jusqu'à toi. Donc, il n'y a pas de combat à avoir, on a déjà perdu. Si les mecs sont devant toi, t'es foutu. 3 et 12 clics au total. Voilà. On les a appelés des codas, du latin coda, la queue. C'est le terme musical pour la phrase finale d'un mouvement. C'est un terme potentiellement imparfait parce qu'à ce stade, on ne sait même pas ce que sont ces séquences. Est-ce que ce sont des phrases? Est-ce que ce sont des mots? On ne sait pas, voilà, mais on sait qu'elles sont l'unité de base de notre signal et tout le reste va se construire à partir d'elles. Donc le c'est signal bien. est bizarre. Hein. Mais c'est pas assez. C'est pas du tout assez pour comprendre ce que ces sons veulent dire. Comment est-ce qu'on va plus loin? Eh bien, on a fait quelque chose de simple. On a disséminé des récepteurs sur toute la planète et on a écouté. Oula. Le signal est pas partout. Où qu'on place un récepteur, on capte des codas. Oh. Et puis, on se rend compte d'autre chose. Sur un même récepteur, à un même moment, on capte parfois des codas qui se chevauchent. 2 séquences en même temps. Puis 3, comme des voix qui se marchent dessus dans une pièce bondée. Ce qu'on écoute depuis le début, c'est pas un signal, ce sont des milliers de signaux qui viennent potentiellement de milliers de sources dispersées qui produisent des codas en permanence. Donc il y a plusieurs aliens en fait qui ont eu la même idée que nous. Ça se trouve toute l'humanité se parle. Ça se trouve c'est le Discord de l'humanité. Hein. Wow. Comment est-ce qu'on démêle tout ça? On commence par comparer. On prend les codas captés par chaque récepteur et on regarde quelles architectures reviennent et lesquelles sont absentes. Déjà, toutes les sources n'utilisent pas les mêmes architectures, mais c'est pas non plus le chaos. Ah ouais, ça se trouve en fait, les mecs ils utilisent leur propre morse en fait. Chaque- Ça chevauche avec d'autres morses en fait. Chaque source n'aurait pas son propre répertoire. Ce qu'on observe, c'est que les sources captées par un même récepteur se ressemblent. Elles utilisent les mêmes architectures, les mêmes combinaisons, et les sources captées par un récepteur distant, elles, en utilisent d'autres. Des groupes se dessinent. Et ces groupes ne se mélangent pas. Aucun coda intermédiaire qui appartiendrait à 2 groupes à la fois. Aucune source qui utiliserait des architectures de l'un et de l'autre. Soit on est dans un groupe, soit on est dans un autre. Pas entre. Comme si chaque source était née dans une case et n'en sortait jamais. What? Si je vous dis ça, c'est parce que la chose ressemble dangereusement à quelque chose qu'on connaît bien dans notre propre espèce. Des groupes distincts, des frontières internes, des sources qui partagent un répertoire commun avec leurs voisins immédiats et rien avec ceux d'à côté. On a un mot pour ça chez nous. Langage. Alors, les chercheurs hésitent eux-mêmes encore sur le mot. Certains parlent de dialecte, d'autres de langage, d'autres préfèrent dire systèmes vocaux culturellement transmis, ce qui est plus prudent. Et plus laid, aussi. Mais on ne sait toujours pas à quoi on a affaire. Et peut-on blâmer les chercheurs? Comment comprendre quoi que ce soit à ça? Le même coda. En boucle. On ne va nulle part là. Ah ouais, c'est vrai, en fait, faudrait trouver un axe de développement pour essayer de décompter ça, mais c'est trop dur en fait. Font comment les bugs? Mais peut-être qu'on ne va nulle part uniquement parce qu'on n'est pas assez attentif. Alors soyons attentifs, soyons minutieux. Enregistrons un même émetteur, une même source, sur une longue durée. Puis découpons. Alignons tous ces 1 + 1 + 3. Ils ont l'air identiques, je sais, mais regardez ce qui se passe quand on mesure tout. Les durées totales, les microsecondes entre les clics. On découvre que chaque 1 + 1 + 3 est légèrement différent du précédent. On a l'impression... Mais alors les gars, ça veut dire que nos oreilles, elles sont pas faites pour signal. Je pense que ce signal est fait pour quelqu'un qui lui l'entend et il le comprend directement. Mais nous en fait... c'est une seule et même sonorité quasiment. On est obligé de faire ce genre de recherche pour le comprendre en fait. On a l'impression que le langage est complexe, mais il est complexe que pour nous. Il est peut-être pas complexe pour eux en fait. Hein. C'est ça le truc. Comme si nous on envoie un signal, ça se trouve ils vont rien biter à notre signal. Mais il sera lisible pour nous. D'entendre la même chose, peut-être uniquement parce qu'on ne sait pas écouter. Regardez, ces minuscules différences sont structurées. On a identifié au fil des analyses 4 choses qui varient. 4 paramètres, mesurables, distincts. Je vous les présente un par un. Le premier c'est le tempo. C'est la durée totale du coda.
Un même 1 plus 1 plus 3 peut durer 1 seconde ou 1 seconde et demie, selon le moment. En plus, c'est précis, hein, les gars. Ça tombe sur un chiffre rond, hein. Le deuxième, c'est le rythme. C'est l'écart précis entre les clics. À l'intérieur d'un 1 plus 1 plus 3, l'espace entre le premier et le deuxième clic peut être plus ou moins long. Okay. Le troisième, c'est l'ornementation. C'est l'ajout d'un clic supplémentaire en fin de coda. Un 1 plus 1 plus 3 peut devenir 1 plus 1 plus 3 plus 1. Un petit clic ornemental. Le quatrième et le dernier, c'est le rubato. Un changement très subtil de la durée entre certains clics d'un même coda. On y reviendra. Voilà. 4 paramètres. 4 choses qui bougent quand une source produit un coda. Vous voyez, on croyait qu'on écoutait tout ce qu'il y avait à écouter, un clic et 3 clics, mais plus on creuse et plus on comprend qu'on ne comprend rien et qu'il faut continuer à creuser en étant beaucoup plus attentif, beaucoup plus ouvert. On est en train de décrypter un nouveau système de communication potentiellement radicalement différent de tout ce à quoi nous sommes habitués. Il ne faut rien prendre pour acquis. Franchement, les gars, il y a 2 choses dans ma vie que j'aimerais voir avant de mourir. J'aimerais trop vivre le premier contact avec des aliens. Et j'allais dire, ouais, vivre la fin de One Piece, mais en vrai, je m'en fous. Donc ouais, non. Quitte à choisir, je peux avoir vraiment, entre le contact avec des aliens et la fin de One Piece, vous devez choisir. Contact alien direct. Tu sais, imagine, c'est retransmis sur toutes les télévisions du monde. C'est le truc le plus retransmis au monde. Et t'as un bouc qui dit, ils sont là, ils viennent à nous, on va rentrer en contact avec eux, on va essayer de discuter. Ça crache. Après, t'entends tu vois un énorme vaisseau qui arrive. Ils nous envahissent. Courez. Vous tombez parce que vous courez comme Bibi. Vous êtes là en mode maman, à l'aide. Tout se marche dessus. Et moi, je survis dans ma cave. Donc, reprenons ces 4 paramètres. Mais cette fois, regardons-les moins comme une liste que comme un comportement. Comme quelque chose qu'une source fait ou ne fait pas au moment où elle produit un coda. Les 4 paramètres ne fonctionnent pas de la même manière. Le tempo et le rythme sont des choix catégoriels. Il existe une poignée de tempos possibles, une vingtaine de rythmes possibles, et la source pioche dedans. Ce sont des briques qu'on sélectionne. Les autres, l'ornementation et le rubato, c'est différent. Prenons une même source, que nous appellerons 0. Si on suit 0 pendant des heures, sur des centaines de codas, on s'aperçoit que son ornementation n'est pas stable du tout. Le même clic supplémentaire à la fin du coda, il est là, puis il est plus là. Le rubato non plus n'est pas stable. Ouais, il y a des décalages en fait. La durée du coda se décale légèrement, puis revient, puis se décale autrement. Non mais c'est un petit langage en fait, le truc. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui pourrait pousser ces choses à changer leur signal de cette manière ? Ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être du bruit. Ça pourrait être lié à l'état interne de la source, quelque chose qui changerait dans l'émetteur lui-même, son énergie, sa position, sa température. Mais j'ai une troisième hypothèse. Et si ce n'était ni du bruit, ni quelque chose d'interne ? Et si la réponse n'était pas dans 0, mais autour de 0 ? Alors écoutons les sources proches de 0. Quel pattern est-ce qu'on pourrait remarquer ? C'est là, les gars, que je suis grave content d'avoir des scientifiques parce qu'ils font tout, ils mâchent tout le travail pour nous, frère. Et nous, on prend leur travail, en fait. Et si on prenait les variations de 0 et que cette fois on les alignait avec une autre source ? Bah ça corrèle. Bah oui, hein. L'ornementation et le rubato de 0 dépendent du coda qu'une autre source vient de produire. 0 ajuste ses codas en fonction des codas d'une autre source. Les sources ne se répètent pas, elles se répondent. Nous sommes en train d'assister à un dialogue. Mais c'est ce que je vous disais, les gars, en fait, c'était vraiment leur Discord, quoi. Pour essayer de comprendre ce dialogue d'aliens, il faut revenir vers nos voix humaines. Quand on prononce une voyelle, un A par exemple, l'air sort de notre bouche en vibrant. Et ce n'est pas une seule fréquence qui sort de notre bouche, ce sont plusieurs fréquences en même temps. Et parmi toutes ces fréquences, certaines sont plus puissantes que d'autres. Ces fréquences dominantes, on les appelle des formants. Le A, par exemple, a un formant dominant. Je vous avoue que je m'étais jamais intéressé à la composition sonore de notre voix, en fait. On a 2. Cette différence, un formant ou 2, c'est ce qui permet à notre oreille de distinguer un A d'un I. C'est la signature spectrale d'une voyelle. C'est comme ça. Et d'ailleurs, attends, mais maintenant qu'il me dit ça, comment ça se fait que j'arrive à faire des sons comme ça ? Ça y est, je vais faire une crise d'angoisse. A, O, I. Wesh. Non, mais c'est. Les gars. En fait, quand tu prends du recul, pour nous, c'est naturel de faire ça. Mais c'est pas normal, en fait. Même là, quand je dis c'est pas normal, bah, tu vois, genre, il y a une intonation dans ma voix qui fait que vous comprenez qu'il y a une interrogation. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est pas normal. Mais même, tu vas parler à un chinois. Le chinois, il a pas la même, il a pas la même voix. Tu vas, en fait, peu importe où tu vas dans
dans le monde, on a la composition sonore, elle est différente en fait. Et les animaux, pareil, hein. Je suis sûr qu'il y a des piafs, ils font des bruits, on les entend même pas. Il y a des fréquences qu'on peut même pas entendre, où ils font les... Des trucs comme ça, tu vois. Des bruits chelous. C'est trop bizarre le langage en fait. Ça d'ailleurs que fonctionnent les systèmes de reconnaissance vocale. Ils analysent les formants. Bon voilà, détour terminé, retour à nos aliens. Vous vous souvenez, tout au début, on cherchait nos plus petites briques, les unités élémentaires, celles qu'on ne peut plus diviser, les lettres de nos textes. Dans nos codas, les plus petites unités, on a bien vu que c'était les clics, on est d'accord? À l'écoute, c'est bien ce qu'il nous semble. Un clic, c'est un clic. Une percussion, toujours la même. Si on les regarde rapidement, ils sont tous interchangeables. Oui. Sauf qu'en fait, ici aussi, on peut zoomer. Et quand on regarde le spectre d'un clic, la liste de toutes les fréquences qu'il contient et de leurs intensités, on découvre quelque chose. Certains clics ont une fréquence dominante, d'autres en ont deux. Vous voyez, ici on a une fréquence, ici on en a deux. La plus petite brique, ce n'est pas le clic, mais là où les fréquences qui la composent. Il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que tous les clics d'un même coda ont le même type de signature. Si le premier clic d'un coda est à une seule fréquence dominante, tous les autres clics du coda le sont aussi. Si le premier en a deux, tous en ont deux. Ok. Pas de mélange. Soit un coda entier est à une fréquence dominante, soit il est à deux. Les chercheurs ont nommé les deux types. Ils ont appelé A les codas à une seule fréquence dominante, et ils ont appelé I les codas à deux fréquences dominantes. Ça veut dire... Le bruit il est incroyable par contre. Hein. J'ai kiffé là. Je sais pas, on dirait de la SMR. Franchement, si l'alien qui parle comme ça, il vient devant moi, la vie on se marie. Hein. Et ils ont appelé I les codas à deux fréquences dominantes. Comme ça là, ça m'a... je sais pas, ça m'a fait un truc. Ça veut dire que la structure du contraste, une fréquence dominante d'un côté, deux de l'autre, c'est exactement la même que celle qui, chez nous, sépare un A d'un I. Exactement la même. Et là, l'alien il ressemble à un doudou. Bah alors là, mon gars... faites pas ça. Hein. Ah là, je deviens un traître. Hein. Ah, je poucave toute ma race. Je deviens un vendu, Mais à l'oreille, ça ne ressemble pas du tout à un A, bah oui. Ni à un I. Si on écoute un coda, on entend des clics, des percussions sèches, rien de vocal, rien qui ressemble de près ou de loin à une voyelle. Donc, on a la même structure, mais on n'a pas le même son. Pourquoi ? On peut essayer de comprendre en regardant ce qui se passe quand vous produisez une voyelle. Quand vous dites A, ce qui sort de votre bouche, c'est un son continu, un son lisse, stable. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit, mais si vous regardez le spectrogramme de ce même A, si vous regardez ce que votre voix fait vraiment dans le détail, vous ne voyez pas du tout un bloc. Vous voyez une succession de petites vagues, des pics d'énergie très rapprochés, séparés par des creux minuscules. Votre voix produit une rafale de petites impulsions tellement rapides, tellement serrées que votre oreille les fusionne en une seule sensation. Donc là, t'es en train de dire que je suis trop con, je suis obligé de compacter le son pour le comprendre. Alors que normalement, on est... Normalement, les gars, on débite, hein. On débite encore plus que d'habitude. Donc maintenant, repensez à la musique Rap God de Eminem, mon gars. Si on l'entendait en décanté comme ça, ce serait fou. Le divertissement, un pic, frère. Un creux, un pic, un creux. Ça vous fait penser à quoi ? Un clic, un silence, un clic, un silence. Ils parlent comme nous, les aliens, en fait. La seule différence, c'est la vitesse. Quand vous dites A, vos vagues défilent en quelques millisecondes, mais quand une source produit un coda, ces clics se déploient sur 1-2 secondes. Nous compressons des dizaines d'oscillations dans un battement de cils, elles les étirent sur un souffle. Ah ouais, mais en fait, ça se trouve, c'est des paresseux, les gars. Ça se trouve, c'est une race de paresseux qui a évolué. Parce que, vu que leurs sons, ils sont étirés à la mort comme ça se trouve, pour eux, le A, c'est un hyper long, tu vois, comme ça. Genre, c'est super lent, en fait. Le même geste, la même mécanique, juste une échelle de temps différente. Bah après, c'est peut-être que le son aussi, il s'est ralenti vu qu'il traverse l'espace et tout. Donc immédiatement, on a envie de faire quelque chose. On peut prendre le coda qu'on entend depuis le début, le 1 plus 1 plus 3, et on va l'accélérer. Comprimer ces clics. Faire ce que notre oreille fait naturellement quand elle écoute notre propre voix. On accélère, et encore. Donc là, on fait comme sur TikTok quand le son il nous va pas, soit on le fait en x0,5, soit on le met en x1,5. Et encore. Oh. Ça, c'est un A. Ça... Ah mais alors là, on dirait des criquets, non? C'est un I. Ah oui, mais là, on l'entend bien, là. Nous sommes peut-être pas si différents des sources que nous étudions. Nous ne vivons peut-être simplement pas à la même vitesse.
Soyons clairs, hein, je suis pas en train de vous dire que ces sources parlent notre langue, pas que leur A est notre A. Je dis que la structure du contraste, une fréquence dominante d'un côté, deux de l'autre, est exactement la même que celle qui, chez nous, sépare deux voyelles que tout le monde reconnaît. Le contraste est là, la structure est là. Bref, on se rend bien compte qu'on était à côté de la plaque vis-à-vis de ce qu'on pensait être la plus petite brique, qui n'est finalement pas le clic, qui est déjà composite, mais bien la fréquence dominante. Et il y a encore des couches en dessous de celle-là, des glissements, des modulations qu'on commence à peine à cartographier. Plus on zoome, plus c'est profond. Mais à l'heure où je prononce ces mots, on comprend à peine plus ce langage que ce que je viens de vous présenter. Et je sais que vous êtes probablement déçus, mais cette vidéo est loin d'être terminée. Bah non, moi je suis pas déçu. Voilà, je suis content. Hein. En 2025, une équipe publie un modèle d'apprentissage automatique. Il l'appelle WAM. Le principe rappelle celui des intelligences artificielles qu'on connaît déjà. On donne au modèle des milliers d'exemples et il apprend tout seul à en repérer les structures. Sauf qu'au lieu de lui donner nos textes, on lui a donné leurs clics, des centaines de milliers de codas réels. Et WAM peut faire deux choses. Une, il analyse n'importe quel coda et le décompose en ses paramètres. Architecture rythmique, tempo, rythme, ornementation, rubato, signature spectrale, tout d'un coup, tout pour chaque coda. 2. Il génère des codas. À partir d'un input, un chant d'oiseau, une voix humaine, n'importe quel signal sonore qu'on lui donne, il... Ah, bah c'est bien, on pourra traduire ce que disent les oiseaux et les chiens, genre. Moi j'aurais bien voulu, si j'avais eu un chien, j'aurais bien voulu le comprendre. Parce que, bah, après, il y a le regard et tout, tu ressens ses émotions. Mais ce serait bien d'entendre ton chien, genre. Ça se trouve que t'insultes, tu sais même pas. Produit une séquence de clics structurée comme un coda authentique. Souvent indistinguable des vrais codas à l'analyse comme à l'écoute. Vous voyez où on va ? Si on a un modèle qui produit des codas authentiques, on va pouvoir traduire toutes les langues du monde en fait, c'est ça le truc. Faire plus qu'écouter et analyser, on peut générer un coda, le transmettre aux sources et regarder comment elles réagissent. Cette expérience n'a pas encore été menée à grande échelle. Les chercheurs avancent prudemment, mais ce qui est dingue, c'est qu'on a passé 65 ans à écouter, qu'on entend, qu'on ne comprend pas encore un seul sens, mais qu'on est, pour la première fois, sur le point de leur parler. Ouais, donc là, à tout moment, on leur envoie un message, les mecs, ils débarquent et ils nous dézinguent. Voilà. Parce que je vous rappelle que là, les deux bugs, ils sont en train de parler entre eux. Donc on va les gêner dans leur conversation. Et nous, on va s'incruster en mode, les gars, ça y est, nous aussi, on peut le faire. Ils vont débarquer. Leur langue. On va se faire fumer. Parler à qui ? Ou à quoi ? Bon. On sait pas. Ne m'en voulez pas pour ce qui va suivre. Ok, on reviendra aux aliens à la fin, c'est promis, vous m'avez fait confiance jusqu'ici, continuez jusqu'au bout, mais je dois vous dire la vérité. Ces créatures que l'on cherche à comprendre, en fait, on les connaît déjà un peu. Comment ça ? Oh non, c'est quoi ce scam ? Ah oui, non, il veut dire ça comme exemple. Ficéter, macrocéphalus. Des cachalots. C'est un sonar. Ah oui, putain, les cachalots, là. On les croise depuis qu'on a inventé les bateaux, on a écrit des livres sur eux, on en a fait des monstres, des trésors, sans rien savoir ou comprendre de ces créatures. La plus grosse espèce à dents qui existe sur cette planète. Le plus gros prédateur carnassier du monde vivant. 18 mètres pour les mâles, jusqu'à 50 tonnes. L'équivalent de 10 éléphants. Ils peuvent vivre 70 ans, parfois plus. Vous les trouvez partout, tous les océans, de l'équateur aux limites de la banquise. Aucune autre espèce de cette taille n'a colonisé l'ensemble de la planète comme eux, capable de plonger à 2 km de profondeur, dans le noir absolu, où tout est écrasé à 200 fois la pression atmosphérique. Capable aussi d'y rester 1 heure sans respirer, d'y chasser, des calmars géants parfois qu'ils combattent dans le noir et qu'on retrouve après le combat comme marque il a pris cher, hein. Que devant tous sur leur peau. Personne n'a jamais vu ces combats, juste les cicatrices. Quand ils dorment, ils le font verticalement et en groupe, immobiles. C'est une dinguerie de dormir comme ça par contre, hein. En mode bâton là. Alignés à quelques mètres sous la surface. C'est des sticks. Leur tête fait à elle seule un tiers de leur corps. Elle contient un organe unique au monde qu'on appelle l'organe du spermacétie. Plusieurs tonnes d'une cire liquide dont, après 2 siècles d'études, on ne comprend toujours pas tout. Et il possède le plus gros cerveau qui existe sur cette planète. Un cerveau de 8 kilos dont il se sert... 8 kilos le cerveau ? Ah ouais, c'est lourd, hein. Notamment pour produire des clics qui ont 2 fonctions bien distinctes. La première, fascinante, c'est l'écholocation. Ça, c'est incroyable, ça. Un son est émis, il rebondit sur quelque chose, il revient et on sait que ce quelque chose existe et où il se trouve. Quand je dis un son est émis, c'est vraiment qu'un son est émis, hein. Une fusée au décollage, c'est 180 décibels.
Un clic de cachalot peut monter à plus de 230 décibels. Ah oui! Quand un cachalot clique à côté de vous, tout votre corps vibre. Vous ressentez ces clics dans vos os, dans votre chair. Ah non mais la puissance du truc! Bref, un vrai sonar. La deuxième fonction de ces clics, c'est une fonction sociale. Vous les connaissez, ces deux dont on parle depuis le début, les codas. Les cachalots s'en servent pour discuter entre eux, et ce sont bien ces clics si particuliers qui ont fasciné les chercheurs du programme SETI dont je vous ai présenté le travail. Dans le domaine de la communication animale, c'est le projet le plus abouti au monde. Leur objectif est simple mais terriblement ambitieux, pouvoir communiquer avec une autre espèce animale. Ah, ce serait incroyable, ouais. Franchement, qu'on puisse parler à n'importe quel être vivant, ce serait incroyable. Et ici, ça passe par ces clics que nous venons d'étudier. Clics fascinants, me direz-vous, mais un peu moins maintenant qu'on sait que ce ne sont pas des aliens. Corentin, nous on veut apprendre à parler aux aliens. Mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous montrer. Là, on vient de regarder l'humanité essayer de comprendre une autre espèce, de forcer un dialogue, de projeter ses outils. La linguistique, la phonétique, l'apprentissage automatique, des décennies de théorie du signal sur une autre forme d'intelligence. Et la créature qu'on a choisie, je sais qu'elle a l'air d'être radicalement différente, mais c'est une cousine, vraiment. Même sang chaud, mêmes hormones, à peu de choses près. Mêmes os, un fémur, un numérus, des phalanges sous la nageoire. La même façon de porter ses petits 9 mois dans le ventre, de les allaiter ensuite. La même vie en groupe, le même ancêtre. On est pareil. J'ai plus de connexion avec un cachalot qu'avec autre chose, c'est ça que t'es en train de dire? T'es en train de dire que les aliens sont déjà chez nous, et sous les mers, et que le cachalot, il est un peu humain. Je sais plus, je suis quoi les gars? Je suis un cachalot ou je suis un humain? Je sais peut-être les deux. Hein. Quelque part, il y a quelques dizaines de millions d'années, un petit mammifère qui couinait dans la forêt et dont la lignée s'est divisée en deux, ceux qui allaient retourner à l'eau, et nous. Sur la Terre. À l'échelle de ce que l'univers pourrait produire comme forme vivante, le cachalot, c'est presque nous, franchement. C'est la version la plus accessible de l'existence. Ouais, mais pourquoi lui, il est immense comme ça, nous? Parce que va enlever un cachalot, Après, le cachalot, il vient sur Terre, il meurt direct. On le fume. On peut rien faire. Mais on vient chez lui, dans l'eau, allez, c'est mort. Hein. Exercice, comprendre l'autre, et pourtant, après tout ce qu'on a déployé pour le résoudre, on ne comprend quasiment rien. On a des contours, des structures, des intuitions, une grammaire de surface peut-être, mais pas un mot, pas une phrase, pas un sens. Je vous laisse imaginer ce que donnerait l'exercice réel. Celui où l'autre n'aurait pas notre ancêtre, pas notre chair, pas notre chimie, pas notre temps. Pas peut-être ce qu'on appelle un cerveau ou un corps. Une espèce dont la communication ne passerait peut-être pas par le son, ou par l'image, ou par rien de ce qu'on sait reconnaître. Et c'est ce qu'avait en tête Frank Drake en 1960 quand il a braqué son télescope vers le ciel. S'en est suivi un mouvement mondial de recherche d'intelligence extraterrestre, le programme SETI avec un S, et le programme qui étudie les cachalots, lui, s'appelle SETI avec un C. Mais attends, je viens de penser à un truc là. Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Pourquoi on cherche d'autres gens? Les gars, je crois que je viens de débloquer un truc dans le cerveau de tout le monde. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on cherche d'autres gens? C'est pas normal. C'est pas naturel. Déjà, on est la seule espèce de cette putain de planète qui crée des choses pour partir de chez nous. On crée des fusées pour partir de la Terre, pour chercher d'autres gens. Mais frère, mais c'est pas normal. Pourquoi on cherche d'autres gens? Et me dites pas, ouais, ça, parce que ça a toujours été comme ça, on aime trop explorer. Ouais, mais il y a une limite à l'exploration. Hein. Ça y est. Oui, quand on était des hommes des cavernes, on est en Néandertal et tout, on aimait bien se balader. Mais là, on va trop loin, on pousse un peu le bouchon loin, les gars, avec la curiosité. Hein. Parce que là, au début, on explorait des grottes, puis après, on a construit des bateaux, on allait ailleurs, et maintenant, on a tellement fini la carte. On n'a même pas fini la carte, on sait même pas il y a quoi dans l'eau. C'est sûr, dans les fonds marins, on n'a jamais guetté parce qu'on ne sait pas le faire. C'est sûr, il y a des dingueries en bas. Hein. Il y a l'Atlantide, ça se trouve, il y a des super dauphins hyper intelligents sous bazooka, on sait pas. Et donc, nous, on se dit, vas-y, on va sortir et on va aller voir s'il y a d'autres bugs. Et le problème, c'est que si on trouve les autres bugs, vous savez, on va faire quoi? On va essayer de les tuer, on va les exploiter. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas en fait. On va essayer de les coloniser, ça n'a aucun sens. On est curieux, mais au final on détruit après. On va en faire des nuggets, voilà quoi. On n'est pas du tout en paix avec nous-mêmes. On est trop problématique avec nos propres valeurs. Mais on va aller chercher des choses alors qu'on est déjà pas bon. Déjà on respecte même pas la nature elle-même. On détruit tout, on tue les autres animaux et on est tellement touché par le shaitan qu'on se tue nous-mêmes. J'adore notre race. Après dans tout cet amas il y a des gens qui sont bien. Regarde, moi je suis bien, vous êtes bien et voilà quoi. C'est que les aliens qui cherchent à comprendre ne sont pas à des milliers d'années-lumière de nous. Ils sont juste là. Les aliens, c'est des cachalots. Et il y a une question encore plus importante à se poser vis-à-vis de ces aliens voisins, celle qui est vraiment au cœur de cette vidéo. Et pour que vous la compreniez, il faut qu'on retourne dans l'eau.
Mais pourquoi on n'explore pas les fonds marins? Genre, vous allez me dire qu'on est capable de créer des fusées, des navettes pour aller sur Mars, mais on n'est pas capable d'aller voir ce qu'il y a au fond des eaux, juste parce qu'on n'arrive pas à gérer la pression. Les gars, arrête. Je pense que la recherche pour les fonds marins, il y a eu moins de budget que la recherche spatiale, c'est tout. Hein. Vous êtes en train de me dire que c'est plus facile d'aller dans l'espace que d'aller au fond de l'eau, alors que c'est chez nous, hein. C'est là. Un cachalot, ça vit en groupe. Une dizaine de femelles, mères, filles, sœurs, tantes, grand-mères, qui restent ensemble toute leur vie. Plusieurs générations sous l'eau, soudées sur des décennies. Les mâles, eux, partent à l'adolescence et deviennent solitaires. Au sein de ce groupe, les femelles s'occupent de tous les petits, pas seulement des leurs. C'est ce que les biologistes appellent l'alloparentalité. C'est un comportement qu'on ne connaissait jusqu'ici que chez les primates et quelques autres espèces très sociales. Quand une mère plonge à 2 km pour chasser et qu'elle laisse son nouveau-né en surface, une autre femelle reste avec lui. Et les rôles tournent au sein du groupe. L'une plonge pendant que l'autre garde, et inversement quelques heures plus tard. Le groupe entier s'arrange pour qu'aucun petit ne soit jamais seul. Ça, c'est 100 000 IQ par contre. En 2025, les chercheurs du SETI ont assisté et filmé pour la première fois à un événement extrêmement rare, une naissance. Pendant que la femelle accouche, les autres se rassemblent autour d'elle, tête tournée vers le centre. Le petit naît. Par contre, heureusement qu'on voit pas bien, parce que ça a l'air de saigner. Hein. Monte à la surface, les autres le poussent vers le haut, le portent sur leur dos pour qu'il prenne sa première respiration. Et plusieurs des femelles présentes ne sont pas de la famille de la mère, et elles aident quand même. Ouais, en fait, c'est comme si j'invitais tout le quartier à l'accouchement de ma femme, quoi. Ma femme, elle est là, allez, chérie, pousse! Et il y a le voisin d'aider, il est en mode, allez, vas-y, c'est bon, vous pouvez le faire, Jacqueline, vous pouvez le faire! Il y a le barman, pareil, qui vient, galère un peu, hein! Non, c'est atroce, hein. Là, quand un prédateur approche, un groupe d'orques par exemple, ils se mettent en cercle, tête vers le centre, queue vers l'extérieur, les jeunes au milieu. Les adultes battent l'eau de leurs nageoires caudales qui peuvent tuer une orque d'un seul coup. Les biologistes appellent ça la formation en marguerite. De temps en temps, 2 groupes qui ne s'étaient jamais vus se croisent en pleine mer. Ils s'arrêtent. Ça ressemble à une sorte de réunion de famille élargie. 8 kilos de cerveau, c'est le plus gros qui ait jamais existé sur cette planète. Un néocortex aussi développé que le nôtre. Et même quelque chose qu'on pensait être propre aux primates et aux éléphants, des neurones en fuseau, des cellules qu'on associe chez nous à l'empathie, à la conscience de soi, aux décisions sociales complexes. Mais ils en ont aussi. En fait, on a tellement l'impression d'être plus intelligent qu'eux alors qu'on a tellement à apprendre d'eux. En fait, j'ai l'impression, les gars, qu'on n'est pas... Enfin, je vous le dis... À chaque fois que je regarde des vidéos sur l'espace et tout, je vous le dis, moi j'ai l'impression qu'on vient pas de là. Hein. On est trop en décalé comparé à tous les autres êtres vivants qui sont avec nous, frère. Trop bizarre. Et ça correspond à ce qu'on observe. Ils ont des amis, des préférences, des individus avec qui ils passent plus de temps qu'avec d'autres, sur des années. Quand un membre du groupe meurt, les autres restent autour du corps, pendant des heures. Personne ne sait ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là, mais les biologistes n'hésitent pas à parler de comportement de deuil, comme chez nous. Et ils transmettent leur langue à leurs enfants aussi. Un petit cachalot, en fait, ne parle pas à la naissance. Il babille des séries de clics désordonnés, sans structure, sans rythme. Et il met des années à acquérir le répertoire de son clan, à apprendre à articuler les codas correctement, à les enchaîner, à répondre, comme un enfant humain qui passe du babillage à la phrase. Parce que les codas ne doivent pas être appris n'importe comment. Les cachalots de l'Atlantique ne produisent pas les mêmes codas que ceux du Pacifique. Ah vous pensez les gars, chez les cachalots, il y a des racistes aussi ou pas? Genre, regardez lui! Ah, il est pas pareil que nous! Du coup, t'as des racistes cachalots qui tapent d'autres cachalots. Il existe une vingtaine de clans avec leurs propres architectures de codas. Au sein d'un même clan, on entend même des accents, des manières légèrement différentes de prononcer les mêmes codas d'un groupe à l'autre. Comme à l'intérieur d'une même langue, on entend qu'on n'est pas de la même région. Ils sont beaux, et ils sont passionnants, et ils sont fascinants. Ils le sont d'autant plus que plus on apprend à les connaître, plus on se rend compte qu'ils nous ressemblent. Franchement, regardez-les. Bah franchement, on dirait juste des gros saucisses. Hein. Franchement, un petit cachalot en assiette là, fait remuer un peu la poêle, un peu d'huile, du sel, ça part direct. Le cachalot qui parle à son clan. Ouais, ça se voit que c'est cachalot qui joue. Ce cachalot qu'on tue. Bah non, les gens qui font ça, c'est vraiment des monstres. Ça fait longtemps qu'on le fait. On a commencé à les tuer industriellement il y a 200 ans, pour l'huile.
Bah, Pour l'huile de quoi? Quelle huile? Non mais parce que pareil, j'ai appris dernièrement que ça tuait des dauphins, des trucs et tout, pour faire du make-up. Sans parler, un cachalot adulte contient dans sa tête jusqu'à 2000 litres de cette substance cireuse qu'on appelle le spermacétie. Et c'est elle qui éclairait les villes au 19e siècle. Mais non! Le sperme du cachalot, c'est ça qui donnait la lumière à l'époque? Ah ouais, non mais attends, mais c'est une dinguerie ça par contre. Qui lubrifiait les machines de la révolution industrielle. Ah ouais, mais ça a tout fait en fait. Qu'on retrouvait encore dans les années 70 dans les transmissions automobiles et les missiles balistiques. Wesh, mais attends, mais toute la société. Attends, la moitié de la société elle a été bâtie sur du sperme de cachalot. C'est sur mon PC, il y a du sperme de cachalot dedans. Comment vous voulez qu'on avance dans la vie alors qu'on a fondé notre société sur du spermacétie de cachalot, frère? Je peux plus me regarder en face, je peux plus me regarder dans la glace, c'est pas possible. On est tombé bien bas, les gars. Au XXe siècle, la chasse devient industrielle. Entre 1900 et la fin des années 1980, on tue 760 000 cachalots, 70% de la population mondiale en moins d'un siècle. Et leur chasse a fini par s'arrêter. Cet album, que je vous conseille d'écouter juste par plaisir et qui contient 30 minutes de chant exceptionnel de Baleine à Bosse, contribue à l'arrêt de cette chasse. 100 000 exemplaires vendus, qui amplifie un mouvement, Save the Whales, qui aboutit notamment à l'arrêt de la chasse commerciale au cachalot. Putain, merci de protéger les cachalots des horribles humains en fait. C'est bien. On les a plus ou moins sauvés, mais c'est tout ce qu'on a sauvé. Les autres mammifères marins, on les chasse encore. Et tout ce qu'on vient de découvrir sur le cachalot, la vie en groupe, les babysitters, la langue maternelle, les amis durables, le deuil, on le retrouve à des nuances près chez chacun d'entre eux. Les globicéphales, famille matrilinéaire soudée sur des décennies, comme les cachalots. Aux îles Féroé, chaque été, des bateaux les rabattent vers les plages. En 2017, 1203 individus abattus à la lance en une seule journée. Mère, fille, petit, la baie devient rouge pendant des heures, les survivants regardent. Ouais mais Ego, mon frère, en fait le truc c'est que je pense qu'on est vraiment tous maudits parce qu'on a l'appât du gain, mec. L'argent, c'est un truc qui n'existe pas, qui a été créé que par nous, et en fait ça nous rend fous. Parce que les cachalots ils vont pas se dire ah, vas-y si je tuais des humains et tout je pourrais vendre peut-être la cage thoracique de l'humain et me faire... Non, mais nous, il y a ce truc-là qui fait que... Alors, le cachalot, on le voit comme une valeur marchande, en fait. On parlait pas d'aliens de base. Pourquoi on parle de cachalot maintenant? Les dauphins, capables de se reconnaître dans un miroir, capables d'apprendre des noms, chacun a un sifflement signature que les autres utilisent pour l'appeler. À Taiji au Japon, on en abat plusieurs centaines par an. En fait, les gars, on est tellement... L'argent, ça nous a tellement rendu aveugles qu'on se rend même plus compte de ce qu'on fait, en fait. T'es là, les gens, ils le font machinalement pour survivre. Sauf qu'on a créé un système, on te fait croire que t'as besoin de ça pour vivre, en fait. Parce que même ces gens-là, tu vois, au final, qui sont là, qui fument des dauphins, des cachalots, ils font ça parce qu'ils ont besoin de manger. Ils sont esclaves de quelque chose que nous-mêmes, on a créé, en fait. Et ils se déshumanisent pour survivre. La baie au filet, on sélectionne... Comme nous, au final, hein, nous à notre échelle, on s'est déshumanisé aussi, hein. Les plus jolis pour les delphinariums. Les autres, on les tue en leur enfonçant une tige métallique dans la moelle épinière, derrière la tête. Les orques. Les femelles connaissent une vraie ménopause comme nous et restent dans le groupe pour transmettre leur savoir aux plus jeunes. Exactement comme une grand-mère humaine. Tilikum, capturé à 2 ans, séparé de sa mère, 33 ans dans un bassin en béton à SeaWorld où il pouvait à peine se retourner. Mort à 36 ans, une orque libre vit jusqu'à 80. Les baleines à fanon, l'album de 70, celui qui a fait arrêter la chasse au cachalot, c'était leur voix. Le Japon a repris la chasse commerciale en 2019. La Norvège en tue environ 500 chaque année. Les harpons explosent à l'intérieur du corps. En Islande... Oh putain. Je ne sais pas quoi dire, les gars. En 2022, 41% des baleines harponnées ne mourraient pas immédiatement. Oh là là. Et même ceux qu'on ne harponne pas, on les abîme. Le bruit sous-marin a doublé chaque décennie depuis 50 ans. Mais du coup, revenons sur ce que je vous disais avant. Vous étiez plus ou moins d'accord avec moi. La vie de ma mère, si on des aliens, on va les dézinguer. On dézingue déjà les nôtres, pourquoi on dézinguerait pas les bougs là-bas? On va juste répéter ce même schéma, mais là-bas, les gars, c'est tout, hein. Comme dans Avatar, hein. Avec des bateaux toujours plus puissants et toujours plus nombreux. On va les exploiter. En fait c'est même encore pire, parce que si c'est une forme d'espèce intelligente, on va les esclavager de manière à en pouvoir tirer du profit. Ou peut-être l'inverse. Mais déjà, entre nous, regarde, il y a des peuples entiers qui sont victimes. Même encore maintenant, il y a toujours des esclaves. Ça existe encore. Exploiter les autres pour l'appât du gain. Tant que ce sera toujours les mêmes personnes qui tiendront les rênes, ça continuera de perdurer et ça partira jamais, ce truc-là. Souvenez-vous, leur monde est fait de son et on l'a transformé en autoroute. Et je vous vois venir, c'est honteux, c'est terrible, c'est indécent. Et ça l'est. Mais c'est facile de condamner la chasse de créatures qui ne nous profitent pas. Beaucoup plus difficile de condamner les horreurs commises sur des créatures tout aussi complexes, tout aussi extraordinaires, mais qu'on a envie de manger. Alors, après, Ego, il y a eux aussi, des fois, ils veulent nous becter aussi. Hein. Donc oui, j'entends, on a envie d'apprendre de ces animaux. Mais frère, il y a des animaux, ils veulent nous becter aussi. Hein.
Après, c'est dans un process de survie. Là, nous, j'avoue, on abuse. Eux, il y a un contexte où c'est pour manger, en fait. Non, je peux pas nous défendre, hein. J'ai rien à dire, je me sens juste mal, en fait. Chaque année, dans le monde, on abat 80 milliards d'animaux terrestres. On pêche 2000 milliards d'animaux aquatiques, soit 10 fois plus qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. Et la plupart d'entre eux ne sont pas ce qu'on croit. Les cochons, curieux, joueurs, niveau cognitif d'un enfant humain de 3 ans. On leur a appris à manier un joystick, un test conçu pour des chimpanzés, et ils l'ont réussi. Ils sont très expressifs, ils utilisent toute une gamme de cris, d'appels, de grognements. Ils éprouvent de l'empathie. Quand un cochon voit un autre cochon stressé, il développe lui-même les signes physiologiques du stress, ce que les chercheurs appellent la contagion émotionnelle. On les castre dans les premiers jours de leur vie, on ouvre la peau du scrotum au scalpel, on extrait les testicules, on leur coupe la queue, on lime leurs dents, sans anesthésie. Les truies, qui construisent quand elles le peuvent des nids pour l'arrivée de leurs petits de manière à ce qu'ils soient au chaud, rassemblés et protégés, les truies donc passent leur vie dans une cage où elles ne peuvent pas se retourner, et encore moins construire quoi que ce soit. Les canards. Une étude publiée dans Science en 2016 a démontré que les canetons, quelques heures après leur naissance, comprennent les concepts abstraits pareils et différents. Sans entraînement, une capacité que les chercheurs attribuaient à un petit nombre d'espèces, primates, corvidés, généralement après un apprentissage long. Pendant les derniers jours de leur vie, on leur enfonce un tube métallique dans la gorge, plusieurs fois par jour. Le foie gonfle jusqu'à 10 fois sa taille normale. Arrête! Arrête! Putain! On a compris, frère, qu'on est des merdes! On le sait! Et on est tous hypocrites à notre manière, c'est ça la vérité! On est tous des merdes à notre manière! Parce que le foie gras, quand il arrive en décembre parce qu'il y a le Papa Noël, la vie, je suis là, je me pose pas de questions! Mais je sais qu'il y a un canard qui a pris cher! Je sais qu'il y a un canard, on lui a foutu une goulotte dans la gorge, je sais tout ça! Le steak, il arrive, il est là, il est bon, il est bien scellé, je le mange! Je sais! Mais je suis un putain d'hypocrite! Parce que, au final, t'as même des gens qui vont dire « Ah, mais c'est pas bien pour les animaux, c'est pas bien pour les animaux. » Mais ils vont taper ça! On a des œillères! On sait tous comment ça se passe. Mais j'ai rien à dire, en fait. Voilà, je suis une merde, oui! Ils ne peuvent plus marcher. On appelle ça le foie gras. Interdit dans plus de 20 pays. Légal en France. Les poules font de l'inférence transitive, vous allez voir. Donc si A est plus grand que B et B plus grand que C, elles déduisent que A est plus grand que C. C'est une capacité que les psychologues du développement associent traditionnellement aux enfants d'environ 7 ans. Elle montre des signes de métacognition qui est la capacité à évaluer ses propres connaissances ou incertitudes longtemps considérées comme propres aux humains. Dès leurs premiers jours de vie, les poussins savent manipuler mentalement des quantités, additionner ou soustraire de petits nombres. Ils les organisent même le long d'une ligne numérique mentale, en plaçant spontanément les petites quantités à gauche. Attends, frérot, la vie de ma mère, c'est bon. En fait, t'es en train de rentrer dans ma tête. Et là, en fait, à la fin, là, carrément, j'ai envie de couper mon live. Et je me dis, je suis une personne mauvaise. Écoute-moi bien. Tous les jours, je tue des gens. Voilà. Enfin, oui, la vie et la mort, ça fait partie de notre vie. Là, je vais remonter dans ma baraque. Je vais marcher sur de l'herbe. En marchant, je vais écraser des insectes, des fourmis. La mort, elle est en permanence autour de nous, frère. On fait même pas exprès de tuer des trucs. Des fois, tu dors, t'aspires des mouches, t'aspires des araignées. On tue tout le temps des gens. On est tous des tueurs, hein. Et comme il y a des animaux qui tuent des trucs aussi. Mais c'est juste que nous, on a abusé du bail. J'avoue là-dessus, on a abusé de ouf. On a abusé. Vraiment, on a abusé. Ouais, ça tue des baleines, des trucs pour faire du make-up, qu'elles se sont pas les coups du make-up. Ah, on a abusé du bail. Et en plus, le pire, tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'on fait tout ça, mais il y a encore des gens qui crèvent de faim parce qu'ils ont pas les moyens de se payer ça. Avec tout ce qu'on fait, déjà, juste faudrait au moins mettre bien tout le monde, genre. Ah frère, même ça, on n'est pas capable de le faire. Et les grandes à droite, comme chez les humains. Dans d'autres expériences, ils suivent la trajectoire d'objets dissimulés derrière des écrans, une compétence dite de permanence de l'objet que les bébés Homo sapiens ne développent qu'à partir de 6 mois. Après les gars, est-ce que vous pensez que si imaginons qu'on n'avait pas été la race dominante, ok, et que ça soit, je sais pas, le chimpanzé, c'est lui qui domine le monde, est-ce que vous pensez que le chimpanzé aurait conscientisé le fait qu'il fait du mal à d'autres espèces? Parce qu'en fait, nous, on est juste en position de force, donc on éclate tout le monde. Mais est-ce que vous pensez qu'ils auraient culpabilisé et ils seraient dit, ouais, non, on abuse du bail? En fait, faudrait voir si dans l'histoire, il y a déjà eu des races d'animaux ou d'insectes qui ont été exterminés par une autre forme de vie que par l'homme. Parce que des guerres entre singes, ça existe. Des guerres entre lions, ça existe. Des guerres entre fourmis, la plus grande guerre d'êtres vivants, c'est même pas l'homme, c'est les fourmis. Et elles s'exterminent sans se poser de questions, hein. Donc la question est de savoir est-ce qu'il y a vraiment une autre espèce qui a déjà exterminé totalement une autre race. Parce que moi j'ai l'impression que ce truc-là, c'est pas pour me donner bonne conscience ou quoi, mais j'ai l'impression que ce truc-là existe pas qu'à notre échelle à nous en fait, mais dans d'autres espèces. Et que quand il y a ces guerres-là, ces guerres de territoire qui se proclament, bah en fait l'espèce gagnante, elle se pose pas la question en fait de
Elle va pas culpabiliser, quoi. Elle va juste le faire. Parce que regardez, même un truc qui est horrible, hein, la sélection naturelle. Genre, même les virus, les maladies et tout, elle cherche pas, les gars. Genre, le virus, il arrive, il va juste essayer de t'exterminer. Pourtant, au bout d'un moment, il y a un humain qui va réussir à résister naturellement à ce virus-là, et ça va faire du tri. Mais en fait, ça a toujours été là, les gars. Ouais, je sais pas quoi dire. Je peux pas le défendre. On coupe la pointe du bec des poussins à la naissance. Au laser, au fer chaud, à la lame. Sans anesthésie, et le bec d'une poule est un organe sensoriel aussi riche en terminaisons nerveuses que la pulpe de nos doigts. Les vaches, chacune a sa voix, elles forment des amitiés stables, le lien entre une mère et son veau se forme dans les minutes qui suivent la naissance. Dans toute l'industrie laitière, le veau est retiré à la mère dans les heures qui suivent. La mère bugle pendant des jours, le veau développe un biais cognitif négatif, la signature scientifique de ce qu'on appelle, chez nous, la dépression. Des vies sensibles et des intelligences extraordinairement complexes qu'on refuse de regarder en face parce qu'elles nous servent trop en tant que produit. Ça, c'est classique chez nous. Ça, c'est tellement réel ce qu'il dit. Oh là, mais la part du gain, en fait, l'argent, les gars. Les humains. Par nous et sur nous, d'ailleurs. Toute violence de masse commence par le même geste. Retirer en fait, je suis tellement content qu'il arrive plus ou moins à la conclusion que je vous avais lâchée au début de la réac. Tellement à l'autre ce qui le rend semblable à nous. Lui ôter son intelligence, sa sensibilité, sa capacité à souffrir, son droit à exister. Parce qu'on ne peut pas tuer en masse quelqu'un qu'on reconnaît comme son égal. Il faut d'abord qu'il cesse d'en être un. C'est vrai. Génocide, esclavage, pogrom, le même geste mental. Vous êtes moi. Souvenez-vous d'où on vient. Est-ce que ça existe l'esclavage chez d'autres formes de vie ou pas? Pendant 20 minutes, on a écouté. On est parti de clics qu'on entendait depuis 50 ans et qu'on prenait pour du bruit. Et plus on regardait, plus il y avait quelque chose à voir. D'abord les rythmes, une vingtaine d'architectures qu'on a fini par identifier. Puis les clans, des frontières internes qui ressemblent étrangement à nos langues. Puis les dialogues, des codas qui ne se répètent pas mais qui se répondent. Puis les voyelles, à l'intérieur même du clic. À chaque palier, une couche d'intelligence supplémentaire qu'on n'avait pas vue. Plus on creusait, plus elle était là. Au lieu de retirer mentalement à l'autre ce qui le rend semblable à nous, on cherche à voir ce qu'on n'avait pas regardé. On ajoute de la dignité à un être qui n'en avait pas reçu. Et c'est exactement comme ça qu'on a sauvé les cachalots en 1986. Parce que pendant 20 ans, des chercheurs les ont suivis et écoutés, filmés, comptés, identifiés un par un. Ils ont compris qu'ils avaient des familles, des langues, des vies. Et ce savoir, à force, a fini par sortir de l'eau, par toucher des journalistes, par toucher des politiques. Bah ouais, parce qu'on les a considérés comme nôtres, en fait. Mais il a tellement raison, les gars. Il a tellement raison, frère. Alors là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Ouais, mais au final, la nature, c'est atroce. » Bah, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Hein. C'est juste que nous, on le prend tel qu'on le voit. Mais si t'étires ça, ça fait... En fait, ça participe à un tout. Qui fait que dans notre spectre à nous, tu considères ça comme atroce. Mais si on prend la nature comme une globalité, bah, ça fait partie du cycle, quoi, en fait. Parce que même quand quelqu'un meurt, il continue à participer à l'écosystème et à la nature, en fait. Il y a quelqu'un qui va te manger, tu vois. Pourquoi je réfléchis comme moi? Putain! En fait, c'est grave chiant d'être comme nous, les gars. C'est trop chiant. Quand tu te rends compte que t'es humain et que t'es capable d'avoir des notions comme le bien, le mal, de poser le pour, le contre. En fait, c'est atroce, mec. C'est atroce. Et par devenir une honte que de les tuer. Mais on a sauvé qu'eux. Presque tout le reste, les globicéphales, les cochons, les vaches, on n'a pas suffisamment pris le temps de les écouter. Ou pas suffisamment pris le temps d'écouter les humains qui ont pris le temps d'écouter ces animaux. Parce que ça ferait de nous des monstres, de torturer et de massacrer des créatures sensibles. Et on n'est pas des monstres. Hein? Vous pensez que si demain on arrive à parler avec toute forme de vie et qu'on arrive à parler, je sais pas, par exemple, des canards, les canards qu'on exploite, ou les cochons, vous pensez qu'ils vont nous aimer ou pas, les gars? Parce qu'en vrai, ça pourrait vraiment changer l'humanité. Hein. Genre, tu poses une question à un cochon en mode « Ouais, frérot, t'es content de ta vie ?» Et il nous répond sincèrement en mode « Ouais, vous êtes des monstres et tout, nan, nan. » Je suis sûr qu'on arrête. Mais même comme ça, en fait, non, on continuera à faire parce qu'il y a la pas du gain. Alors on se bouche les oreilles. Je vous disais au début qu'on avait plusieurs hypothèses concernant l'absence de signal de civilisation extraterrestre. Celle qui dit qu'on est seul, celle qui dit qu'elles ont existé, ou qu'elles existeront mais pas en même temps que nous. Celle qui dit qu'elles sont là et qu'on ne sait juste pas écouter. Mais permettez-moi de vous en présenter une autre. Celle qui dit qu'elles sont là, et qu'elles nous voient, et qu'elles sont terrorisées à l'idée de nous contacter. Oh, le petit plot à la fin. Imaginez que vous apparteniez à une civilisation extraterrestre, quelque part autour de Toseti, et que vous regardiez la Terre depuis 50 ans. Qu'est-ce que vous verriez ? Vous verriez une espèce de primate qui a colonisé chaque mètre carré de sa planète, et a transformé les forêts en terrain vague. Mais ouais, en fait, c'est totalement logique ce qu'il dit. Les plaines en parking, les océans en décharge, qui a fait disparaître la moitié des animaux sauvages en un demi-siècle, qui a réchauffé son atmosphère au point que les pôles fondent, et qui continue parce qu'elle n'arrive pas à s'arrêter. Vous verriez une espèce qui a mis au point, pour les siens, des armes capables de raser des continents, qui en a stocké assez pour rendre sa planète invivable plusieurs fois et qui s'en sert périodiquement.
Vous verriez une espèce qui, à intervalles réguliers, désigne une partie d'elle-même comme moins humaine que le reste et l'élimine, à chaque siècle, à chaque génération, avec une régularité qui ressemble à une fonction biologique. Vous verriez une espèce qui se tient au sommet d'un écosystème entier et qui domine tout ce qui vient en dessous, et plus incroyable encore, qui a construit à l'intérieur de sa propre civilisation des chaînes de production où d'autres êtres sensibles naissent, vivent et meurent par milliards, sans jamais voir la lumière du jour, sans jamais marcher ou étendre leurs ailes, sans jamais connaître autre chose que les cages dans lesquelles ils sont maintenus avant de finir en tranche. Ouais, mais alors en vrai, si les aliens ils nous voient et qu'ils sont en mode vas-y, mais en fait c'est quoi cette race de merde et c'est des tarés, bah pourquoi ils viennent pas nous calmer alors? Peut-être qu'en fait la solution c'est ça les gars, c'est de pas être en haut de la chaîne alimentaire, c'est ça. En fait peut-être qu'il faut qu'on arrive face à des boucs qui sont plus forts que nous. C'est très intéressant ce qu'il dit à la fin, mais je pense que si l'alien peut être intelligent, enfin quand je dis intelligent, c'est la forme d'intelligence que nous on voit comme intelligence, il y aura forcément quelqu'un de bien et quelqu'un de mauvais, par rapport à nos valeurs à nous en fait, c'est sûr. Parce que du coup ça met même en évidence la question de bien et mal, est-ce que ça existe vraiment? C'est une question qu'on peut se poser, est-ce que ça existe vraiment? Vu que les fondements de notre monde, vu que les bases de notre monde elles sont comme ça se tue pour manger, ça se tue pour survivre, c'est vrai? Hein, c'est intéressant les gars, faudra faire des recherches là-dessus. Il y a une espèce qui prétend chercher la vie ailleurs dans l'univers et qui, pendant qu'elle scrute le ciel à la recherche d'autres intelligences, est en train de torturer et de massacrer, sur sa propre planète, des centaines d'autres formes d'intelligence qu'elle ne s'est même pas donné la peine d'essayer de comprendre. Vous verriez une espèce qui n'apprend à connaître que ce qui lui ressemble suffisamment et qui détruit, ou ignore, ou consomme tout le reste. Ah mais on est une race de destructeurs, de toute façon. Au point où on détruira notre propre planète. Enfin, on le fait déjà, mais là les gars, si on va ailleurs, c'est pour refaire la même chose, mais ailleurs pour réexploiter d'autres ressources. En fait, on est des mineurs, quoi. On est là, on gratte tout, on essore le bail, et après on passe à autre chose. Dites-moi honnêtement à quoi vous penseriez, vous, en observant tout ça à quelques dizaines d'années-lumière de la Terre. Ouais, mais attends, enfin, je sais pas. J'essaie de trouver des axes de développement, mais en fait, sa vidéo, c'est un banger. Hein. Il m'a grave fait réfléchir. Ouais, on va peut-être attendre un peu avant de les contacter. Putain, mais alors, par contre, l'écriture, hein. On est parti d'un signal pour essayer de comprendre une autre espèce alien, puis il nous a ramené sur des cachalots, puis il nous a ramené sur le fait qu'on exploite absolument tout ce qu'il y a autour de nous et même nos semblables. Aïe 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 aïe. Il a bien géré sa narration, hein. Bravo mec. Hein. Et le pire dans tout ça les gars, c'est qu'après le stream, je vais m'envoyer un steak et c'est ça qui est atroce. Je vais m'envoyer une entrecôte. Je vais m'envoyer une entrecôte en mettant un peu de sel et tout, mais je suis malheureusement esclave de ce qu'on a créé. En fait, dès notre naissance, les gars, on est des esclaves. Quand pendant je sais pas combien de dizaines d'années, en fait, toute ta société, tes parents, la famille et tout, et dire ouais ça c'est bien, ça c'est bien. En fait, tu sais plus. Parce que les gars, pareil, en fait, je vais vous dire un truc. Ça se trouve là, la fleur, je peux lui parler. Parce que alors c'est pas pour créer des polémiques ou quoi, mais les gens qui sont végétariens et tout, ça se trouve les gars, ça se trouve on fait même mal aux plantes. Et je pense qu'on fait mal aux plantes parce que les arbres ils ont mal quand on les découpe. C'est ce que pareil, pour moi c'est la même chose en fait, c'est la même chose. Et là, je sais pas, il y a du blé, là qu'on coupe le blé, bah ça se trouve le blé, ça se trouve les gars, le blé, il ressent des choses. C'est juste qu'on n'a pas décodé ce truc là en fait, c'est possible. Ça se trouve la terre elle ressent des choses. Donc pour moi, on est obligé de manger dans la mesure où pour vivre, il faut qu'on consomme. On est obligé de consommer un autre être vivant pour survivre. C'est vrai. Ça se trouve, même les liquides et tout, c'est des formes de vie. Donc, on n'a pas le choix, les gars. La seule notion, c'est qu'avec les êtres humains, vas-y, il n'y en a pas du gain. Donc en fait, on tue des gens pour autre chose que pour la survie. Ça, c'est un autre débat. Moi, je vous parle juste dans un aspect survie. Un animal, on le graille, c'est pour survivre. Le blé, c'est un être vivant. C'est pour survivre. Un arbre, on le découpe. On veut se faire une petite maison. On a fait mal à l'arbre, mais c'est pour survivre. Après, il y en a qui le font pour le plaisir. Oui, mais je vous parle juste dans un contexte de survie où en fait, tu n'as pas le choix de fumer d'autres êtres vivants. Tu n'as pas le choix. C'est ça le débat que je vous mets en évidence. Tu n'as pas le choix. Donc en fait, les dés sont déjà joués dès le départ. Si par exemple, imaginons que tu veux faire une Pacific Run, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire de Pacific Run.